Donc, je m'appelle Esther et je vais présenter en tout cas la première partie de notre projet pour le DataTech que j'ai fait avec Ludovic. Alors, ce qu'on voulait vraiment apprendre pour ce projet, c'était comment manipuler des jeux de données et comment examiner et puis travailler avec voilà, du data. Ce qu'on a appris à travers plusieurs tutoriels en ligne, des cours en ligne qu'on a fait aussi et puis plusieurs livres qu'on a lus sur le deep learning et tout, etc. C'était comment utiliser OpenCV. On a aussi appris ce que c'était des neural networks et surtout, on s'est concentré sur les convolutional neural networks, donc CNNs. On a utilisé Keras et PyTorch pour créer des modèles de classification. Mais pour notre projet, on s'est surtout concentré sur PyTorch parce qu'on a vu qu'apparemment c'est plus rapide, ça marche plus rapidement quand on a des bases de données qui sont très très grandes. Ensuite, pour les soucis qu'on a eus, c'était surtout à cause de la pandémie, comment trouver la motivation et puis le temps de travailler à la maison, travailler sur notre projet. Et parfois aussi, il y avait des parties qui étaient un petit peu compliquées sur comment apprendre, comment faire un CNN, par exemple. Ok, donc pour notre projet, on voulait créer un modèle de classification en utilisant le deep learning. Ludovic et moi, on avait très peu de connaissances en deep learning et en machine learning. Donc, c'était vraiment l'occasion pour apprendre toutes les étapes de A à Z, comment ça fonctionne. On a trouvé plusieurs exemples en ligne où ils classifient des images de chats et de chiens, mais comme on est en bioinformatique, on voulait quelque chose qui nous parlait un peu plus. Et donc, on a trouvé le challenge sur Kaggle qui s'appelle Histopathologic Cancer Detection. Donc, le but, c'était d'identifier en fait les tissus métastatiques dans les analyses histopathologiques des coupes de ganglions lymphatiques. Sur Kaggle, donc on nous a donné un jeu de données avec beaucoup d'images pathologiques et il fallait en fait donner une étiquette à chaque image pour dire si elle est normale ou si elle est maligne. Donc une étiquette positive, un 1, voudrait dire que dans le centre, dans le centre de l'image, 32 par 32 pixels, il y aurait au moins un pixel de tumeur et donc l'image serait maligne. Et sinon, on lui donnait une étiquette de 0. Donc, on a mis le lien pour notre donnée. Il y avait deux fichiers, donc un fichier pour l'entraînement et un fichier pour le test, qui était assez gros, donc 220 000 fichiers pour l'entraînement et à peu près 57,5 000 images pour le test. Et on avait aussi un fichier CSV qui avait toutes les étiquettes pour chaque image dans le training dataset. Donc là, on est dans notre fichier d'entraînement pour visualiser à peu près combien d'images malignes par rapport aux images normales qu'on a. On voit que c'est un petit peu déséquilibré. On a 40% d'images qui sont normales et 60% à peu près d'images qui sont malignes. Okay, donc on va parler à peu près, on va voir rapidement les étapes qu'on a fait pour créer notre modèle, on a créé avec PyTorch. Mais on va surtout se concentrer sur les points qui sont en gras, pour ne pas passer trop de temps dessus. Donc, comme on avait un jeu de données qui était vraiment large, on nous a conseillé de créer une classe pour créer notre custom dataset. Et donc, on aurait deux fonctions essentielles. Une, ce serait pour déterminer la longueur d'un dataset, d'un jeu de données. Et la deuxième, ce serait une fonction qui irait chercher une image spécifique, plusieurs images dans le dataset. On a créé deux jeux de données, donc à la base, à partir de nos images d'entraînement. Un qui serait le training dataset, donc il y aurait à peu près 80% qui iraient dans ce jeu de données et 20% des images qui iraient pour le validation dataset, qui serait important au long de l'entraînement pour track la performance du modèle. Donc, au départ,
avec nos images, on a appliqué quelques transformations. Donc, flipping, la rotation et puis changement de taille des images. Juste pour que notre modèle soit plus intelligent, en fait. Ici, c'est juste un exemple en passant. On n'a pas... Ouais, avec les chiens. Parce que PyTorch, il a une fonction spéciale qui fait tout ça, en fait. C'est juste comme pour illustrer. Ensuite, on a créé des data loaders qui sont en fait juste des outils qui permettent qui vont, je suis pas sûre comment dire batch de data, mais ils vont aller chercher un nombre d'images dans un dataset et mélanger les datasets et puis importer les images dans notre modèle. C'est juste pour gagner du temps en fait, sans devoir faire un code qui va loop au dataset et extraire les images. Et oui, je vais laisser Ludovic parler de notre modèle. Ouais. Je ne sais pas comment on peut faire ici pour... Peut-être tu peux avancer tranquillement quand je te fais un signe. Puis... Ok, ouais. Donc en fait ici, c'est une représentation un peu du modèle qu'on a fait qu'on a utilisé pour notre CNN. Dans notre modèle, en fait, on a fait 3 couches de convolution et 2 couches, en anglais, c'est fully connected. En gros, en fait, ce que tu peux faire, tu peux passer à la suite. En gros, ça, c'est juste une illustration un peu. Donc, c'était un peu... On ne savait pas trop ce que ça voulait dire, en fait, convolution en fait. C'est qu'on prend des parties de l'image, en fait, puis on va appliquer des diverses transformations pour retenir ce qu'on appelle les features. Et donc, on commence, par exemple, ici, vous voyez sur cette image-là, il y a un 2. Donc, le CNN, en fait, va essayer de regarder différentes features, différents trucs qu'il arrive à voir dans l'image, en appliquant différents filtres. Et après ça, il y a une autre étape de pooling qu'on appelle, ce qui réduit l'image en gardant seulement ce qui est important dans l'image. Donc, on fait ça plusieurs fois et jusqu'à ce qu'on arrive à la fin à tout ce qui est fully connected, les couches fully connected. Et à la fin, on a un output, notre output. Dans notre cas, notre output, c'était un output binaire parce que soit c'était malin, soit c'était bénin. Mais ça, dans les CNN, il peut y avoir plusieurs outputs. C'est bon. En gros, ça ressemble un peu à ça. Ici, à gauche, la classe de notre CNN. C'est quand même assez... PyTorch fait quand même pas mal tout le boulot. Et on voit en fait qu'on a... les différentes couches de convolution, plus les fully connected. Et ça nous donne après, on peut voir après ici, en bas à droite, comme le résumé de ce qu'on a. Donc, tout ce qu'on a obtenu. Tu peux passer là-dessus. Ça, c'est un autre, ça c'était pour montrer un peu les paramètres en fait, parce que vous voyez ici dans modèle paramètre, dans input shape, nos images faisaient 96 par 96 pixels. 3, c'était 3 couches de couleurs. Puis je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas ici on a le résumé de nos différentes couches. Donc je vais passer à la suite. Il fallait qu'on applique ce qu'on appelle une fonction de coût et aussi un optimizer, une fonction d'optimisation, je pense. Donc, nous, ce qu'on a vu en fait dans ce qu'on a lu, c'est que on a pris les fonctions d'activation. En fait, c'est un peu, ça permet surtout logsoftmax. C'était pour que j'avais entendu parler de softmax et logsoftmax, je pense que c'était la même chose. C'était pour que quand on classe des images comme ça, il faut que tout soit sur le même, c'est comme si on avait un pourcentage
une probabilité en fait. Donc pour qu'on ce soit sur le même dénominateur, on utilise cette fonction-là. Et quand on utilise cette fonction-là, on a la fonction, la loss function, je ne sais plus comment ça s'appelle, NLL loss, mais en tout cas, on a utilisé ça. Avec comme optimizer, on a utilisé Adam. Mais en fait, je vous dirais que la loss function et l'optimizer, c'est encore un peu flou pour nous là, parce qu'il y a c'est tout un monde, le deep learning là, et il y a encore des choses qu'on aurait à fouiller là-dessus. Donc là, tu peux. Alors, pour entraîner et évaluer le modèle, en fait, moi, je pensais que ça prenait plusieurs heures. Et en fait, avec Esther, chacun de notre côté, on avait essayé d'entraîner, d'évaluer le modèle. Et moi, je pensais que c'était normal que ça prenne plusieurs heures. Et en fait, c'est que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Comme c'était beaucoup de données, j'avais mis ça sur un disque externe. Et c'était pas, c'est ça qui faisait que ça prenait plusieurs heures. Donc des fois, je le partais, genre avant d'aller me coucher, je le partais, puis je revenais le lendemain. Et en fait, j'ai essayé de tout mettre sur un SSD, puis au lieu de prendre plusieurs heures, ça a pris comme 10 minutes. Donc, ouais, je comprenais pas en fait comment Esther avait dit, oh, je le refais rouler, puis elle me disait, oh, ben c'est fini. Et là, je fais comme, hein, déjà. Donc, bref. Puis ensuite, donc, pour déployer le modèle, donc, on a utilisé, on avait enregistré en fait ce qu'on appelle les poids qui sont utilisés pour les weights en anglais entre chaque couche. Ça, on les avait sauvegardés dans un fichier qu'on a réutilisé après pour notre test set qu'on avait aussi dans les jeux de données. Et tu peux passer à la suite. Et donc, en fait, là, j'ai mis juste, là, j'ai mis juste les résultats que j'ai obtenus, mais Esther a eu à peu près la même chose. Donc, on a eu un score un public score de 0,91, 91,17. Et à droite, ici, on peut voir le fichier qu'on obtient avec les différents labels. Donc, ça a l'air bon comme score, mais je ne sais pas comment ils ont fait. Il y en a sur Kaggle qui ont des scores de 1. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. Il paraît que c'est plein de trucs à tricker. Et donc, en gros, là, tout ce qu'on a appris en fait pendant ces 100 jours, on vous a pas exposé en fait tout ce qu'on a fait, mais tout. Mais ça, en gros, c'est ce qu'on a appris. On a appris à utiliser Anaconda, puis surtout Jupyter Lab. Enfin, moi, j'avais réappris aussi à utiliser NumPy, Pandas. On a appris à utiliser OpenCV. Au final, on n'a pas vraiment utilisé, mais on a appris à l'utiliser. On a appris c'était quoi le deep learning avec les neural networks et les CNN. On a vu un peu c'était quoi Keras et PyTorch. Et voilà, c'est quand même en 100 jours, quand on regarde tout ça, en fait, on voit comment on a appris des choses. Et donc ici, ça c'est un peu pour parler de notre expérience. Donc, comme j'ai dit, le data trek, c'était une bonne excuse pour apprendre des nouvelles choses. Et ça nous a forcé un peu ça nous a forcé en fait à nous mettre dedans. Et c'est sûr que 100 jours, même si c'est 1 heure par jour, bon, malgré le confinement, c'est sûr que peut-être que j'ai pas fait 1 heure par jour, mais il y avait des jours où je faisais plus d'heures. Je ne sais pas si au final ça faisait 100 heures en 100 jours, mais en tout cas, 100 jours, c'est quand même beaucoup. Et on a beaucoup aimé en fait les workshops qu'on avait fait, que ce soit au début ou pendant, même si c'était sur Zoom. Et la communication sur Slack aussi, c'était pas mal. Ce qu'on a trouvé plus difficile, donc c'est ça, c'est que on s'était lancé dans le deep learning sans avoir de connaissances. Et malgré qu'on ait passé 100 jours là-dessus, il y a encore des choses qui restent un peu floues, on n'est pas sûr. C'est pas parce qu'on a passé 100 jours là-dessus qu'on est devenu expert.
Mais par contre, c'est intéressant parce que là, au moins, on a la base pour aller plus loin. Et en confinement, bon, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on a forcément plus de temps. En tout cas, dans mon cas, c'était moi, j'ai un enfant qui n'avait pas de garderie, un enfant de 2 ans qui n'avait pas de garderie, donc il fallait en plus terminer la session, donc c'était pas évident. C'est sûr que la motivation, au début, j'étais super motivé, je faisais des résumés de ce que j'apprenais et tout, mais après ça, avec le confinement, ma motivation a chuté un peu, puis donc même pour communiquer ensemble aussi, bon, on essaie de communiquer le plus possible avec Esther et moi, mais on a réussi à aller jusqu'au bout. Et ce qu'on aurait peut-être aimé aussi, ouais, c'était, ça aurait été bien en fait des partages de travail des autres équipes. Je sais que nous-mêmes, en fait, on n'a pas tant partagé que ça au cours des 100 jours, mais c'est vrai que peut-être que si on avait vu les autres équipes, voir ce qu'elles avaient fait, la progression de leur travail, ça aurait peut-être donné un boost de motivation. Je sais pas. Et voilà, donc c'est fini pour notre présentation. Gros merci. Bravo. Merci. Vous avez dit que vous n'étiez pas rendu expert, mais c'est quand même assez impressionnant ce que vous avez fait pour le temps donné et l'expérience que vous avez. Ouais, donc, merci. Félicitations pour ça, puis d'avoir mené jusqu'à la fin aussi. Bravo. We have time for maybe 1 or 2 questions. If anyone has questions regarding, was quite a complete presentation, so that's very nice. Questions can be regarding the project, their experience, feeling the challenge. Savi, vas-y. Yes. So my question, je peux poser ma question en français? Bah oui. Peut-être la traduire. Ah oui, okay. La traduire. Ouais. Okay, so I think I can ask it in English. So right now you made a model. So what is the next step of your project if you want to continue this project? Je réponds, tu réponds, Esther ou... Vas-y. Ouais. Je vais essayer en anglais. What we could do is, so we could use this model to apply it in another data set, and try with maybe other picture of cancer or something like that, or apply it with other and on peut essayer sur d'autres jeux de données. There's a lot of data. Like I saw another competition about the prostate cancer on Kaggle, and it's the same, but I didn't try it because it was too much work. But maybe it could be the next step. Like try with other things. What I was thinking would be really fun too would be to like create an application where you would, as input, put an image, and then it would give you directly the label. That could be fun to make, but it would take a long time too. Yeah.